Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur le web design. Aujourd'hui, on va créer ensemble un slider. Alors, il s'agit d'un slider vraiment simple qui s'anime automatiquement. Donc, au bout d'un certain temps, on passe automatiquement à la slide suivante. On a également la possibilité d'utiliser les flèches sur les côtés pour pouvoir passer d'une slide à l'autre. On peut soit revenir en arrière ou bien aller vers l'avant. Et normalement, lorsque l'on arrive sur la dernière slide, au bout d'un certain temps, on revient à la première slide. Alors sans plus attendre, on va tout de suite se rendre dans VS Code. Pour ce tutoriel, comme d'habitude, on va utiliser la base que l'on avait créée dans la première vidéo de la série. On a donc une structure de base pour le HTML, un reset pour le CSS et un fichier JavaScript vierge. En plus de ça, on a des images pour chaque slide. Et pour ce tutoriel, on va à nouveau utiliser FontAwesome. On l'avait déjà utilisé dans un tutoriel précédent. Alors ici, au niveau des métadonnées, on a bien le lien vers la feuille de style de FontAwesome. Alors si vous ne savez pas comment on obtient ce lien, eh bien il suffit d'aller sur Google, de taper FontAwesome CDN, on clique sur le premier lien, et ici, comme ça, on peut récupérer la balise, on clique sur le bouton, et on a la balise qui est copiée, on peut venir la coller directement dans les métadonnées. Et grâce à cette feuille de style, eh bien on va pouvoir utiliser les icônes de la librairie FontAwesome. Alors notamment, on va avoir besoin des icônes pour les flèches de notre slider, les boutons qui permettent de passer à la slide suivante et précédente. Au niveau du HTML, on va commencer par créer une div avec une classe slider. À l'intérieur de cette div, on va avoir un conteneur, on va l'appeler slide container, et c'est dans cette div que l'on va mettre toutes nos slides. Autrement, au même niveau que le slide container, on va avoir également nos boutons. Alors on crée nos boutons. À chaque fois, on va mettre un identifiant. Left pour le bouton qui va à gauche et right pour le bouton qui permet de passer à la slide suivante. Et à l'intérieur des boutons, justement, on va mettre nos icônes de FontAwesome, donc les deux flèches. Alors on rajoute une balise i et on vient chercher les classes de FontAwesome. FAS pour FontAwesome. Et pour avoir la flèche qui va vers la gauche, on va mettre FA arrow left. On va faire la même chose pour le deuxième bouton. FAS pour FontAwesome. FA arrow right pour la flèche qui va à droite. Et comme ça, on a nos boutons qui permettent de passer à la slide précédente ou suivante. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les slides à l'intérieur du slide container. Chaque slide va avoir une div avec une classe slide. Et les slides vont être composés de deux choses, un texte et une image. Donc à chaque fois, on va mettre une div avec une classe slide text. Et au même niveau, une deuxième div avec une classe slide image. Pour le texte, on va mettre un H1 avec le titre et en dessous un paragraphe. Pour le paragraphe, on va mettre du lorem ipsum. Et pour l'image, on rajoute une balise image. Au niveau de la source, on vient chercher l'image qui correspond. Et au niveau du texte alternatif, je vais venir copier le copyright de l'image que j'ai trouvée sur Unsplash. Et c'est tout pour la div slide. Donc maintenant, il va falloir créer les autres slides. Alors pour ça, je vais venir dans le code terminé et je vais récupérer les autres slides. Ça va nous éviter d'avoir à les retaper ensemble.
Et comme ça, on a bien toutes les slides. Donc à chaque fois, c'est juste le texte et l'image qui changent pour chaque slide. Alors on va pouvoir lancer notre fichier HTML avec Live Server pour voir le résultat dans le navigateur. Et voilà ce que l'on obtient pour l'instant. C'est parti pour le CSS. On va venir se rendre dans la feuille de style et on va venir chercher notre slider. On va vouloir que notre slider prenne tout l'espace disponible dans la page. Alors pour ça, on va mettre 100% du viewport width en largeur et pareil en hauteur, on va mettre 100% du viewport height. Ensuite, on va également rajouter un display flex. Comme ça, on aura bien notre slide container et nos boutons les uns à la suite des autres sur la même ligne. Ensuite, on va venir prendre le slide container, cette fameuse div qui contient toutes nos slides. Et pour le conteneur, eh bien à nouveau, on va mettre une hauteur à 100% et on va bien rajouter un display flex. Comme ça, on aura bien nos slides les unes à la suite des autres. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Effectivement, on a bien nos slides les unes à la suite des autres. Alors pour l'instant, on n'y voit pas grand-chose puisque les images sont beaucoup trop grandes. On va corriger ça, on va revenir ici au niveau du reset. Et pour toutes les images, on va faire en sorte qu'elles prennent tout l'espace disponible dans leur conteneur. Autrement dit, on met une largeur et une hauteur à 100%. Et on rajoute bien un Object Fit Cover, comme ça l'image va bien couvrir tout l'espace disponible. Si on revient dans le navigateur, effectivement, on y voit beaucoup plus clair. On a bien nos slides les unes à la suite des autres. Et juste après les slides, toujours sur la même ligne, on a les boutons. Alors on va pouvoir positionner les boutons pour les mettre sur les côtés. On vient chercher les boutons et on va les positionner de manière absolue. Alors bien sûr, on va positionner nos boutons à l'intérieur du slider, donc on rajoute bien ici une position relative, et on va venir les mettre au milieu, c'est-à-dire à 50% à partir du haut. Ensuite, on va venir prendre le bouton gauche, que l'on va mettre effectivement à gauche, à 0,3%, et ensuite on va prendre le bouton droit, que l'on va mettre à droite, à 0,3%. Si on retourne dans le navigateur, effectivement, on a bien nos boutons sur les côtés. Alors on va pouvoir ajouter quelques éléments de style pour les boutons. On va mettre une couleur d'arrière-plan. On va mettre du noir. Et on va mettre un alpha à 0,4 pour avoir un peu de transparence. Ensuite, on va modifier la police. On va mettre 2 rem au niveau de la taille et au niveau de la couleur, on va mettre du blanc. On va vouloir des boutons arrondis. Alors pour ça, on va mettre un border radius à 50%. Et on va rajouter un peu d'espace à l'intérieur des boutons. Pour ça, on met du padding, un rem en haut et en bas et 1,2 rem sur les côtés. Ensuite, on va avoir également une bordure. On va mettre 2 pixels d'épaisseur, une bordure pleine. Et pour la couleur, on va remettre du blanc. Ensuite, on va rajouter un pointeur, comme ça l'utilisateur verra bien qu'il s'agit d'un bouton sur lequel on peut cliquer. Et justement, lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton, on ne va pas afficher la outline. On sauvegarde et on retourne dans le navigateur. Alors on pourrait remarquer que nos boutons ne sont pas tout à fait au milieu de la page. En réalité, ce qui est au milieu, c'est le haut du bouton. Alors pour corriger ça, on va juste faire une translation verticale et on va mettre ici moins 50%. Et ça devrait résoudre notre problème. Si on retourne dans le navigateur, cette fois-ci on a bien nos boutons qui sont exactement au milieu. Alors on pourrait rajouter également un effet lorsque l'on passe le curseur au-dessus. Lorsque l'on va passer le curseur au-dessus du bouton, on va changer la couleur d'arrière-plan. On va mettre du blanc et à nouveau on va mettre un alpha à 0,4. Alors pour que le changement de couleur se fasse de manière un peu plus naturelle, on va rajouter ici une transition. On va mettre sur toutes les propriétés, même si en réalité la transition ne va s'appliquer que sur
la couleur d'arrière-plan puisque c'est la seule chose qui change. Ensuite, au niveau de la durée, on va mettre 0,2 secondes. Et ici, on va mettre is, in, out pour la fonction de timing. Si on retourne dans le navigateur, effectivement, lorsque l'on passe le curseur au-dessus, on a bien un changement d'arrière-plan du bouton. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper des slides. On vient chercher toutes nos slides et on va faire en sorte que chaque slide prenne tout l'espace disponible dans la page. Donc à nouveau, on met 100% du viewport width en largeur et 100% du viewport height en hauteur. Et maintenant, effectivement, on a bien toutes les slides qui prennent une hauteur et une largeur de page complète. Alors on pourrait ajouter un display flex, comme ça on va avoir d'un côté le texte et de l'autre l'image. Si on retourne dans le navigateur, effectivement, on a bien d'un côté le texte et de l'autre l'image. On va pouvoir styliser le texte. On va mettre un display flex, on va venir centrer le texte au milieu de la div, donc on vient centrer horizontalement et verticalement. Et surtout, on va changer la direction pour passer en colonne, comme ça on aura bien le titre et en dessous le paragraphe. Voilà ce que l'on obtient. Alors, on pourrait rajouter de l'espace entre le titre et le paragraphe, et surtout on va rajouter du padding à gauche pour éviter que le bouton chevauche le texte. Donc ici, on va rajouter un espace entre le titre et le paragraphe, et du padding à gauche pour éviter le chevauchement. On va mettre cette règle. On retourne dans le navigateur, et voilà ce que l'on obtient. Alors on pourrait rajouter quelques éléments de style pour le texte. On va mettre une couleur différente pour la police. On va rajouter de l'espacement entre les caractères. Et on va changer également la famille de police. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Alors maintenant, on va pouvoir styliser indépendamment le titre et le paragraphe. On commence par le titre, et pour le titre, on va juste changer la taille de la police. Pour le paragraphe, on va lui donner une largeur fixe à 80%. Et surtout, on va changer l'alignement du texte. On va le centrer. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Alors on pourrait remarquer une chose, c'est que la div qui contient le texte est beaucoup plus large que la div qui contient l'image. On va pouvoir changer ça. On va se remettre ici, on va venir sélectionner nos deux divisions. On prend slide text et slide image, nos deux divs qui sont à l'intérieur de la slide. Et pour chacune des divs, on va mettre une largeur à 50%. Et on va laisser la hauteur à 100%. Si on retourne dans le navigateur, effectivement maintenant on a bien la même taille pour le texte et l'image, 50%. Alors maintenant on pourrait rajouter des couleurs d'arrière-plan différentes pour chacune des slides. On va venir sélectionner une par une toutes nos slides. On commence par la première. Et à chaque fois on va changer la couleur d'arrière-plan. On fait la même chose pour la deuxième. On va mettre du corail. Ensuite, pour la troisième, on va mettre du cyan. Et pour la dernière, on va mettre du rose. Si on retourne dans le navigateur, effectivement, on a bien une couleur d'arrière-plan différente pour chacune des slides. Alors bien évidemment, en définitive, on ne va vouloir afficher qu'une seule slide à la fois. Pour l'instant, on a toutes nos slides les unes à la suite des autres.
Et pour afficher qu'une seule slide à la fois, eh bien, il suffit de rajouter un overflow hidden sur le slider. Comme ça, tout ce qui va déborder du slider, qui prend toute la page, eh bien, ça sera caché. On rajoute l'overflow, et maintenant, on a effectivement une seule slide à la fois. Donc les autres slides sont cachés, mais en réalité, elles sont toujours là. Si on enlève la propriété, on a bien toutes les slides les unes à la suite des autres. Ils sont simplement cachés. Et donc plus tard, en JavaScript, ce que l'on va faire, c'est passer d'une slide à l'autre en faisant des translations. Alors on va pouvoir montrer un exemple de ça tout de suite dans le CSS. Si par exemple, on rajoute une translation horizontale, et qu'on fait une translation sur une largeur de page, on devrait arriver sur la deuxième slide. On retourne dans le navigateur. Alors il faut mettre la propriété ici sur le conteneur et non pas sur le slider. Et cette fois-ci, on est bien effectivement sur la deuxième slide. Alors si on veut aller à la troisième slide, on met moins 200% du viewport width. Donc on décale de 2 largeurs de page. Et on arrive bien effectivement sur la troisième slide. Et pour arriver à la dernière, eh bien on met moins 300% du viewport width et on arrive à la dernière slide. Et donc c'est sur cette propriété de translation que l'on va jouer dynamiquement avec le JavaScript pour passer d'une slide à l'autre. Alors pour l'instant on va rester sur la première slide, donc on va venir se remettre à 0 au niveau de la translation. Et on va venir ici peut-être rajouter également une transition. Comme ça, la translation se fera de manière un peu plus naturelle. On va mettre 1,5 secondes. Et on va mettre is au niveau de la fonction de timing. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à s'occuper de la partie responsive. Pour l'instant, voilà ce que l'on obtient en version mobile. Alors on va venir tout en bas de la page et on va rajouter un media query. Au niveau du breakpoint, comme d'habitude, on va mettre 768 pixels. C'est un breakpoint assez commun, d'ailleurs je crois que c'est le breakpoint qui est utilisé par la librairie Tailwind. Toujours est-il que lorsque l'on utilise ce media query, eh bien tous les appareils qui ont une largeur qui va jusqu'à 768 pixels, eh bien pour ces appareils, on aura les propriétés à l'intérieur du media query qui vont s'appliquer. Alors ce que l'on va faire en mode responsive, déjà, c'est se débarrasser du paragraphe. En version mobile, donc, on n'aura pas de paragraphe, on va mettre un display none. Ensuite, on va venir réduire le padding que l'on avait mis pour éviter que le texte se chevauche avec le bouton. En version mobile, on va mettre un padding beaucoup moins important à gauche, on va mettre seulement 3 rem. Et ensuite, eh bien, simplement, on va changer l'orientation du texte. Donc il ne reste plus que notre H1, et on va venir le mettre verticalement. Donc ici, on va venir changer le mode. On va passer en vertical. Et pour l'orientation, on va mettre upright. On sauvegarde, et voilà ce que l'on obtient pour l'instant en version mobile. Alors on pourrait peut-être mettre les caractères en majuscules et réduire un peu l'espacement entre les caractères. Ici, on va mettre 0,1 rem.
Et par contre, on va mettre les lettres en majuscule. Et voilà ce que l'on obtient pour la version mobile. En tout cas, c'est une piste, ça peut être bien sûr amélioré, mais pour l'instant, on va s'arrêter là et on va passer au JavaScript tout de suite pour que notre slider fonctionne. Alors c'est parti, on va retourner dans VS Code, on va aller dans le fichier JavaScript et on va commencer par récupérer les éléments du DOM qui nous intéressent. On va avoir besoin du slide container, on vient le récupérer par sa classe. Et la raison pour laquelle on a besoin du slide container, si on revient dans le CSS, c'est simplement parce que c'est sur le slide container que l'on a notre propriété translate, qui va nous permettre d'effectuer le changement de slide. Alors ensuite, toujours au niveau du JavaScript, on va récupérer les boutons. On vient les récupérer par leur identifiant. On prend le bouton de gauche et le bouton de droite. Et enfin, on va récupérer également les slides. Ça va nous être utile pour effectuer quelques calculs. Alors ici, on utilise bien la méthode querySelectorAll. Et on vient récupérer tous les éléments qui ont une classe slide. Ensuite, on va créer une variable qui va nous permettre de représenter la slide sur laquelle on se trouve. Au départ, on va commencer à la première slide, mais ici, on va bien fixer la valeur à 0. Alors pourquoi on fixe la valeur à 0 alors que l'on est sur la première slide? Eh bien, si on revient dans le CSS, toujours au niveau de la propriété translateX, lorsque l'on n'effectue aucune translation, autrement dit lorsque l'on est à 0 ici, on est bien sur la première slide. Et c'est la raison pour laquelle notre propriété currentSlide ici est fixée à 0. Ensuite, eh bien, lorsque on va se décaler vers la gauche d'une largeur de page, à moins 100% du viewport width, eh bien, on sera sur la deuxième slide. À moins 200%, on sera sur la troisième, et à moins 300%, on sera sur la quatrième. Mais en tout cas, lorsque l'on est à 0, on n'effectue aucune translation, et on est bien sur la première slide. Donc ici, notre current slide correspond bien à la première slide avec une valeur de 0. Ensuite, eh bien simplement, on va attacher des écouteurs d'événements sur les boutons de type clic. Et lorsque l'utilisateur va cliquer sur les boutons, eh bien dans le cas du bouton de gauche, on va passer à la slide précédente. Autrement dit, on va décrémenter la valeur de current slide. Et ensuite, on va créer une fonction pour mettre à jour la slide. On va l'appeler change slide. Dans la foulée, on va faire la même chose pour le bouton de droite. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton de droite, on va passer à la slide suivante. Autrement dit, on va incrémenter notre slide courante et à nouveau, on va mettre à jour la slide avec la fonction change slide. Alors tout de suite, on va créer la fonction et c'est dans cette fonction que l'on va effectuer la translation. On effectue bien la translation sur slide container, on vient regarder le style et on va aller modifier la propriété transform. Ici, au niveau de la valeur, on va faire une translation horizontale, donc en X. Et comme on le faisait tout à l'heure en CSS, on va bien se décaler vers la gauche. Donc il va bien falloir ajouter un signe moins ici. Ensuite, on va mettre current slide et on va multiplier ça par 100 pour avoir à chaque fois une largeur de page. Et on rajoute bien viewport width. Et ça devrait fonctionner. Alors si on reprend notre exemple, pour l'instant, on a une current slide à 0. Et donc ici, lorsque l'on va translater, on aura bien moins 0 fois 100, donc on obtiendra bien 0. On va rester sur la première slide. Par contre, si l'utilisateur clique sur le bouton pour aller à la slide suivante, le bouton de droite, eh bien, on va incrémenter la valeur de current slide, donc on aura ici une valeur de 1, et lorsque l'on va translater, on aura moins 1 fois 100, donc moins 100, on sera bien sur moins 100% du viewport width, et on sera sur la deuxième slide. Donc ça devrait fonctionner. Alors on va retourner dans le navigateur, et effectivement, lorsque l'on clique sur les boutons, ça fonctionne. Que ce soit à droite ou à gauche, ça fonctionne.
Alors le problème, c'est que si on est sur la dernière slide, par exemple, et que on clique à nouveau sur le bouton de droite, eh bien on va continuer de translater vers la gauche. Et à l'inverse, si on est sur la première slide, vous voyez qu'on peut continuer de translater. On va vouloir éviter ces deux scénarios. Ce que l'on va vouloir faire, c'est lorsque l'on est sur la première slide et que l'on clique sur le bouton de gauche, on va vouloir revenir à la dernière slide. Et à l'inverse, lorsque l'on est sur la dernière slide et que l'on clique sur le bouton de droite, on va vouloir revenir à la première. Alors pour ça, on va revenir dans notre fonction changeSlide et on va rajouter deux conditions. On va aller regarder le cas où on essaye d'aller au-delà de la dernière slide. Autrement dit, si currentSlide dépasse la longueur du tableau de slide -1, eh bien ça veut dire que il faut revenir à la première slide. On essaye d'aller au-delà de la dernière slide, donc ici on va remettre currentSlide à 0. Et l'autre condition, eh bien si on essaye d'aller avant la première slide, donc si currentSlide est plus petit que 0, eh bien dans ce cas il faudra aller sur la dernière slide. Donc on va refixer la valeur de currentSlide, et au niveau de la valeur, eh bien on va prendre la longueur du tableau de slide, -1, et comme ça on obtiendra bien 3 pour arriver à la dernière slide. On retourne dans le navigateur. Ici, on est bien sur la première slide, et lorsque l'on clique sur le bouton de gauche, on arrive à la dernière. À l'inverse, lorsque l'on est sur la dernière et que l'on clique sur le bouton de droite, on revient à la première. Tout fonctionne correctement. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en place le défilement automatique des slides. Alors pour ça, on va d'abord créer une variable pour représenter le temps que l'on souhaite. On pourrait mettre 4000 millisecondes entre chaque slide. Et ensuite, eh bien, simplement, on va créer un intervalle. On utilise cet intervalle. Au niveau du deuxième paramètre, on passe bien interval time, donc 4000 millisecondes. Et toutes les 4000 millisecondes, on va venir déclencher une nouvelle fonction que l'on va appeler par exemple autoplay. Alors cette fonction, on va venir la créer juste ici. Au final, ça va beaucoup ressembler à ce que l'on faisait avec le bouton de droite. Toutes les 4000 millisecondes, on va venir incrémenter notre valeur pour la slide courante, passer à la slide suivante, et à nouveau, on va mettre à jour la slide avec la fonction changeSlide. Et ça devrait déjà fonctionner si on retourne dans le navigateur, effectivement, toutes les 4000 millisecondes, on passe bien à la slide suivante. Ça fonctionne. Alors par contre, on a quand même un petit problème, c'est par exemple si l'utilisateur clique sur les boutons et passe aux slides suivantes, l'autoplay, lui, continue de se faire toutes les 4000 millisecondes et donc on peut avoir des résultats un peu étranges. Par exemple, on passe à la slide suivante et tout de suite après, on passe encore à une autre slide puisque notre intervalle, lui, continue de tourner. Alors on pourrait faire un reset de l'intervalle lorsque l'utilisateur clique sur les boutons pour éviter ce genre de comportement. Donc on va juste créer une nouvelle fonction, faire un reset de l'intervalle. Et simplement ici, on va nettoyer notre intervalle. Et on va dans la foulée tout de suite en recréer un nouveau. Exactement le même que le précédent. On passe bien la fonction autoplay et on met toujours le même intervalle de temps. Et cette fonction, on va l'utiliser lorsque l'utilisateur clique sur les boutons. On l'utilise ici à gauche et à droite. Et donc cette fois-ci, si on revient dans le navigateur, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de droite par exemple, il faut bien attendre à nouveau 4000 millisecondes avant de passer à la slide suivante. Pareil, si on clique sur le bouton de gauche,
eh bien il faut attendre à nouveau 4000 millisecondes avant de passer à la slide suivante. Donc c'est beaucoup plus naturel comme ceci. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour le slider. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur le web design.